Let's go. Des fois, je me demande s'il dit Shana. Non, il y a... Shana. Tu vois, c'est ça. Il y a là, on commence. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans le podcast Israël Mode d'Emploi. On débriefe l'actualité d'Israël depuis Israël, sans filtre, de gauche. En live de en la Terre live, Sainte. voilà, ce qui n'engage que nous. Mais on essaye de vous tenir au courant et de décrypter un petit peu l'actualité complètement folle de notre région du monde. Donc bienvenue, on est... Le 10 juin. Et il est 14h, presque 14h, 13h40. Il fait beau, Tel Aviv. Chaud. On n'a pas les missiles. T'imagines qu'on n'a pas les missiles ? Oui, on a eu les missiles. C'est ça, entre le dernier épisode, on a eu une guerre, des missiles balistiques, et puis on revient comme si de rien n'était. Normal, c'est normal. Non mais tu te rends compte à quel point ils nous ont habitués à un truc qui est... Comment t'as stressé ? Comment ça s'est passé ? Vas-y, raconte. 6h du matin, première... Non, alors déjà ça a commencé la veille. La veille, ils ont annoncé... Déjà, il y a eu des rafales de l'Iran sur le nord d'Israël. Donc pas que le Hezbollah, mais aussi l'Iran. Donc ça a commencé à chauffer. Le Pikoud Haoref, l'armée a annoncé que les écoles étaient fermées. Donc moi, j'ai pas eu besoin d'attendre 6h du mat. J'avais bien compris que pendant la nuit ou demain matin, on se prenait des trucs dans la tête. Non ? T'avais pas capté ? J'étais pas sûr, j'attendais de voir. Ah, t'étais optimiste. Je me suis dit, je suis quelqu'un de voulais très y croire. optimiste. J'étais quand même habillé. Ah oui, donc, sur mon lit. oui, donc optimiste, J'avais mon sac prêt. mais pragmatique. Mais tu vois quand même, quoi. Je dormais d'un œil, mais je dormais. Voilà, donc non, moi j'avais capté que c'était mal barré. Et à 6h et quelques, on reçoit un missile, mais de nos amis, les Houthis du Yémen. Donc là, la logique israélienne veut que tant que c'est plus l'Iran, tout va bien. On ne le savait pas encore quand il est parti. Non, Donc, alors on est tous allés premier missile, 6h du matin, on reçoit l'alerte, la Clalit, la grande, celle qui dit... Sur le téléphone. Oui. Ouais. Donc tous les téléphones Qui se te mettent dit, à ça va sonner. être le bordel. Qui te dit, il y a un missile qui est parti, tu sais pas d'où, vous avez 9 minutes pour chercher un bunker. Donc toi, tu pars de chez toi, tu vas... Moi, j'étais chez moi dans mon appart, donc on va dans le bunker qui est au bout de la rue, et tu vois, 6h du matin, quoi, tu vois tout le quartier, tu vois les gens qui ressortent, les têtes que tu avais oubliées depuis la dernière fois, tu vois les gens en pyjama, les enfants, les bébés, c'est horrible, quoi. Ouais, Mais tu vois que tout le monde a l'habitude, c'est un peu même... Je pense que les gens, quand ils disent, quand ils s'imaginent une alerte et tout ça, ils s'imaginent que les gens, ils courent. Comme dans les films, souvent, quand tu regardes un film genre, et qu'il y a une alerte, les gens, ils courent. Il y a des scènes horribles, ils tombent par terre, il y a des mouvements de foule et tout. Alors qu'en fin de compte, c'est pas ça du tout. En tout cas, en Israël. Oui, ces gens, ils marchent comme ça, un peu désabusés, un peu genre, putain, mais j'y crois pas. Après, dans le Nord, quand tu as blague dans le Nord, enfin la blague, parce que les Israéliens ont beaucoup d'un humour très noir, c'est dans le Nord, tu entends d'abord le boom et ensuite l'alerte. Parce que tu as 10 secondes. Donc, oui. Non, là, je parle des missiles qui arrivent généralement de loin, donc on a le temps. De ce genre d'alerte. Donc tu as les gens, ils descendent et tout ça. Salut, ça va, on se dit bonjour. Chez nous, c'était donc nous, on a le. Il y en a qui fument une cigarette à l'extérieur. Il y a deux visions. Mhm. Il y a ceux qui vont tout de suite dans le bunker, qui descendent, qui prennent une chaise, qui s'installent, genre on prend pas de risque, on y va. Et il y a ceux qui restent à l'extérieur en attendant l'alarme, en se disant, ça se trouve, il n'y aura pas l'alarme et on peut ressortir. Et eux, ils sont dehors avec leur club, genre. Ah ouais. Et il y a les discussions dehors. À 6h du mat. Oui. Et il y a ces deux... Il y a des deux styles. Il y a les deux styles. Ouais, nous, c'est dans notre immeuble. Et je pense que c'était plus... je dirais pas joyeux, parce qu'il ne faut pas exagérer quand même, mais c'était c'est chouette, on se retrouve, tu vois, la fête des voisins, quoi. C'est l'occasion, à tout à l'heure, on se revoit. Tu vois, Ouais, c'est les retrouvailles. Ouais, mais en général, tu vois, tu t'attends pas à ce que des Israéliens se rodent avec ces trucs. Je t'imagine cette conversation en France, genre « Oh, bonjour madame, on se revoit quand » et tout, tu vois. Mais là, c'était très bon enfant, quoi. J'ai une anecdote. Alors, il y a eu ce jour-là, il y a eu on a été trois fois. On a été 3 fois là. On est descendu. Non, on a été 2 fois et une 3e fois l'après-midi, en début d'après-midi, à 9h.
Il y a eu 6h, 6h30. Tu t'es perdu de 9h, Non, début d'après-midi. Il y a eu le premier. Il n'y a pas eu que 2 ? Il y a eu le premier, c'était les Houthim. À 6h. À 6h. Ensuite, il y a eu les Iraniens. Il y a eu l'alerte Clalit, mais c'était pas sur Tel Aviv. Ah et oui, donc, tu as raison. Il y a eu, et Oui, donc oui, on tu est as reparti au... Et il y a eu Oui, la t'as raison. troisième à 9h, qui était celle-ci sur Moi, Tel la Aviv. deuxième, je ne suis pas descendue en fait, Voilà. parce qu'il n'y avait pas besoin. Mais nous, comme on avait l'alerte vous avez pas le choix. et qu'on était à la maison Voilà. et que le bunker était loin. Et donc, Tu vois cette inégalité quand C'est- même. ouais, c'est dégueulasse. Honteux. première alerte, on descend et il y a une voisine, il y a un couple dans mon bâtiment qui habite au premier, je ne les croise pas souvent et je ne les avais pas vus depuis un moment. Et donc on était dans le bunker comme ça, tous, voilà, en attendant que l'alerte arrive. Et je la regarde et je me dis, tiens, elle a l'air d'être enceinte. Ouais. Et je vais lui dire Mazal Tov. Mais, C'est risqué. et voilà. Et je me suis très dit... risqué, Ronnie. Et je suis sûre que ceux qui nous écoutent Et je me suis dit... ont des anecdotes. Et je me suis dit, j'y vais pas parce que tu vois, je voulais genre. Tu voulais un être truc sympa, quoi. Ouais, je voulais un peu détendre l'atmosphère, mais je me suis dit, ça se trouve, mais je vais me ramasser un râteau, ça Ouais. va être horrible. Et donc, je la regarde et tu vois. Et c'est incroyable parce que tu as les missiles qui arrivent et toi, tu es là en train de te dire, je lui dis Mazal Tov ou pas Mazal Tov. Et parce que c'était vraiment, tu vois, c'est le début, c'est les premiers mois. Et donc, tu sais pas, ça se trouve, elle a bien mangé du couscous. Ou c'était juste de l'angoisse, tu sais, de la Achila Rikshit. Voilà, exactement. Et donc, Et là, j'ai tu te fermé dis, ma merde. gueule. T'as rien dit. J'ai rien dit. T'auras peut-être une autre opportunité. Mais la deuxième fois, quand on y est retourné, j'ai regardé mieux, tu vois. Je me suis dit, tiens, là quand même, je voulais être sûr. Et à la troisième fois, je lui ai dit Mazal Tov. Je m'en suis lancé. Tu t'es lancé. Je me suis lancé, je me suis dit non, ça peut pas. Non, Mazal Tov Et et alors tout. Et oui, elle est enceinte, elle est son mari et tout, Mazal Tov. Vaut mieux que ce soit elle et son mari, effectivement. Sinon, t'aurais été aussi dans la Et merde. son mari m'a regardé, il m'a dit ah, t'as du courage toi quand même. T'es un vrai fou C'est quoi. risqué, ouais, franchement, c'est risqué. Mais bon, ça s'est bien passé pour cette fois-ci. Voilà. Eh bah écoute, bah oui, en quelques mois. Hein. Et donc à 9h, il y a eu le troisième tir iranien, quand tous étaient interceptés. Et là, on est rentré dans la période... on Et t'as attend. entendu la nouvelle application Oui, bien avec sûr. le petit bruit pour sortir. Il y a un petit bruit, il y a des nouvelles Il y a couleurs. Je t'avais dit. Ah, c'est classe. Franchement, On a le droit à tout ici. Startup Nation quand on même. est cajolé. On est spoilé. Vous avez pas ça, vous, hein à Paris, à Berlin et au Sénégal. Mais hein vous avez rien, vous pouvez pas comprendre. Nous, on a des applications avec des petites couleurs sympas qui nous disent... Ouais, ils ont pas changé les couleurs ou Il y la a- thématique en fonction de la provenance du missile. Tu vois, ça pourrait être sympa. En mode, tu vois, fond d'écran bleu quand c'est... Quand c'est les Houthim. Les Houthim, rouge quand c'est le Hezbollah, vert quand c'est le Hamas. Ouais, Ça tu serait vois. sympa. Parce que quand tu sais pas faire la différence entre les Houthim et les Iraniens, c'est chiant. Ah bah Parce oui. que les Houthim, t'es moins stressé, tu Alors, sais qu'ils ont des missiles vraiment Voilà, donc ce que foireux. je voulais dire, c'est qu'il y a eu ce phénomène complètement dingue. Donc, encore une fois, résilience et folie du Houthim peuple Yémen, israélien. pour ceux qui ne suivent pas. Oui, les Houthim, c'est Les Houthis Les Houthis. du Yémen. Voilà. Alors eux, en fait, pendant un certain moment de cette guerre, ils envoyaient énormément de missiles, non seulement sur les bateaux qui étaient proches d'eux, mais donc les bateaux israéliens et américains, mais aussi Mer Rouge. envers Israël, exactement. Et donc, et ce qui s'est passé, c'est que au début, les premières fois, c'était des missiles immenses. On ne savait pas les dégâts que ça allait faire. C'était pas des missiles encore balistiques, mais à cette époque-là, on s'était pas encore pris des missiles balistiques sur la tête. Donc pour nous, c'était le pire. Un C'était missile le qui pire. fait 20 mètres de long, c'est quand même assez effrayant, surtout en grande quantité. Et il y avait eu des scènes horribles. On les avait vus tomber dans le désert, tomber sur une maison de bédouins et tuer une petite fille, etc. Donc il y avait quand même un traumatisme autour de ça. Et en fait, comme une bonne histoire juive, en fait, la menace est devenue tellement pire que ça. Les missiles qu'on s'est pris, la guerre est tellement empirée qu'il y a eu des blagues qui se sont faites, donc humour noir israélien, que quand c'est les outils, on peut rester dormir, quoi. On descend même plus. Ouais, on se lève pas pour les Houthis. Et du coup, nous, on se retrouve donc 6h du mat à l'abri avec les voisins. Tout le monde pense que c'est l'Iran et quelqu'un annonce « Ah bah non, c'est le C'est les Yémen Houthis. ». Et là, tout le monde... Désarroi. Bon, bah, on va pas rester, hein. Ouais. Allez, on remonte et tout. Et tu vois, il y a 2-3 toujours super à cran qui disent « Non, vous ouvrez pas le Vous bunker ouvrez- et tout. Ouais. On attend d'être libéré et tout. » Et tu te dis, en fait,
comme tu dis, non seulement les gens ne courent pas, et ils sont extrêmement calmes, et pour le coup, c'est fou parce que la société blasé, israélienne n'est un pas peu du tout genre. comme ça. Ouais. Ouais, mais même, tu vois, en général, il y a des enfants, donc tous les adultes prennent vachement les responsabilités, tu vois, pour pas inquiéter les enfants. Enfin, il y a vraiment un truc. Ouais. Et effectivement, on a l'habitude, donc c'est plus comme la première fois. Mais je trouve ça intéressant de voir à quel point, en fait, tu vois, tu t'habitues au pire, au pire, au pire, au pire, au pire. Et maintenant, ils ont même réussi avec cette politique de Netanyahou, où au final, cette guerre, elle continue sans fin. Bah, ils ont réussi à ce qu'on dit en hébreu l'énarmel, c'est-à-dire rendre normal Ouais. ce que Netanyahou il faisait avec le Hamas, c'est-à-dire tous les quelques mois, un nouveau cycle, un nouveau cycle, un nouveau cycle. Et Une maintenant, pluie, on appelle ça dans le sud, à l'époque où il y avait beaucoup de, de mortiers qui tombaient sur les kibbutz du Haut-Efaza, donc de la périphérie de la bande de Gaza. On appelait ça la pluie, genre. Ça oui, c'est tombe de normal. temps en temps. Oui, c'est normal. De temps en temps, La vous pluie, vous en c'est mangez. naturel, on peut rien faire. Et pendant 15 ans, il a plu sur cette partie d'Israël. Maintenant, il pleut dans le nord. Et là, il pleut souvent sur Tel Aviv, le centre d'Israël, des pluies de missiles. Des pluies de missiles C'est de pire en normal. pire. Et ce que tu disais qui est génial, c'est que, encore une fois, pour ceux il y a des subtilités, c'est quand les gens ils descendent dans les bunkers, alors il y a des engueulades dans les bunkers, Ah ouais. parce que, alors, il y en a qui sont à la porte, ils préfèrent rester jusqu'au dernier moment, et il y en a qui sont très stressés, parce qu'en fin de compte, un bunker, ça marche vraiment si la porte est fermée. Oui. C'est-à-dire qu'il faut fermer la porte, il y a des grosses portes en fer comme ça sur les vrais bunkers, il faut les locker comme ça, et donc comme ça, si à l'extérieur il y a une déflagration, et ben avec La pression, en fait. la pression, elle passe pas à l'intérieur du bunker, et donc c'est très important de fermer les portes. Et il y en a, comme ils sont un peu en mode nonchalance, Je suis un peu comme ça. Alors. ils sont à côté de la porte, ils sont à l'extérieur, ils rentrent, ils sortent, ils rouvrent la porte rapidement. En attendant la sirène. Excuse-moi, oui, en attendant la sirène. Et donc, mais même après la sirène, en principe, ça c'est inacceptable. le Picouda Oref, donc ce que dit l'armée, c'est que tu es censé attendre 10 minutes. Oui. Et donc, tu reçois sur ton téléphone un OK Une notification qui te dit vous pouvez sortir. Mais il y en a qui, ça, au bout de 2-3 minutes, ils disent bon, il n'y a pas eu d'interception au-dessus de nous, tout va bien, on ne s'est pas mangé le missile, donc a priori c'est OK, et ils ouvrent la porte. Et là, il y a des engueulades. Et là, il y a des engueulades entre voisins, c'est inacceptable, vous venez plus dans notre bunker, vous allez dans le bunker des voisins, et il y a un stress de fou. Ouais, alors nous, on reste entre... on a le luxe que c'est dans notre immeuble, en fait. Vous avez un bunker sous l'immeuble. Sous l'immeuble. Et donc, du coup, soit on attend, et dès que l'alarme, elle commence, on descend. On a quand même 4 étages à pied, donc en général, moi, j'ai pas envie de prendre de risques, donc je descends tranquillo. Ouais. Et après, j'attends dans la cour de l'immeuble, en attendant que l'alarme se déclenche, et là, on rentre. Et là, on descend, voilà. Mais même ça crée des tensions chez certains des voisins. Il y en a qui se disent, mais foutez-leur la paix, ils font ce qu'ils veulent, il n'y a pas d'alarme. Donc, des fois, il n'y a même pas d'alarme du tout. Donc, on n'a pas envie d'être enfermé. Nous, notre bunker, il fait peut-être 12 mètres carrés. Tu vois, c'est une chambre. Donc, on est 16 dedans. Si je peux rester à l'extérieur, respirer, je reste à l'extérieur, tu vois. Mais je t'avoue que le vrai combat, c'est effectivement quand les gens veulent sortir avant qu'on nous libère. C'est ça. Tu vois. Alors ça, c'est parce qu'il y en a qui ont les groupes Telegram qui leur disent savent. Le missile qui était en route est tombé, il n'y a plus de danger. Ouais. Mais comme tu dis, il faut encore attendre 10 minutes parce que les débris de l'interception peuvent encore faire des morts et faire des dégâts. Et là, ça crée de la tension. Dans le bâtiment où on était avant, pendant le round d'avant, dans le bâtiment où on avait été se réfugier, puisqu'on avait réussi à trouver à 2 rues de chez nous, on avait réussi à trouver un appartement. Donc on avait des amis qui nous avaient prêté un appartement qui avait un bunker en dessous. Et donc on descendait. Et je me rappelle que la grosse prise de tête, ou la petite prise de tête, c'était les gens du bâtiment, ils avaient leurs chaises. Ah oui. Ah non, ça, ils avaient leurs chaises dans le bunker.
et ça les emmerdait que des gens qui ne soient pas du bâtiment, parce que souvent, ce qui se passe, c'est dans l'après-midi ou dans la journée, la nuit moins, mais dans la journée, quand il y a une alerte, Ah bah oui. les gens qui sont dans la rue, ils vont aller se réfugier dans les bunkers qui sont les plus près. Puis même Et les gens donc- dans la rue te disent venez, Voilà, ils ouvrent et les donc- portes. Et donc, il y a des gens qui arrivent, qui sont de la rue, donc qui ne sont pas partis du bâtiment. Et dans le bâtiment où on était, juste en face, il y a un studio de yoga. Ok. Et donc, à chaque fois qu'il y avait l'alerte l'après-midi, il y avait tout le studio de yoga qui arrivait. Et eux, ils arrivaient et ils s'installaient sur les chaises. Et donc, Ah. les gens du bunker, Ça crée des tensions. vous prenez pas nos chaises. Ah ouais. Moi Je aussi. sais pas si vous imaginez. Ouais. Non, mais moi, je peux comprendre quand c'est des personnes âgées. Non, les personnes âgées, à la les gens limite. généralement, Mais moi, j'ai ils se vu lèvent. pire, en fait, le même délire que ce que tu racontes, mais encore un schlav au-dessus, encore Un niveau au-dessus, un niveau level au-dessus. Parce que, pareil, j'étais à un café à un moment, alarme. Tout le monde attend dans le café l'alarme et après se précipite à l'immeuble du coin où il y a un Ouais. éclat, où il y a un bunker. On descend et là, sur les chaises, il y avait des pancartes Réservées. réservées. Ouais, genre vous assieds pas. Et même certaines avec le nom de la personne. Ouais. Non mais tu te rends compte quand même, c'est un level. Bah, il y a des trucs. Ouais, voilà, il y a toute une hiérarchie du bunker. Nous, on allait au bunker tout au début quand ça a commencé le round d'il y a 3 mois. Mhm. Quand il a commencé, celui-là, on allait au bunker qui était au bout de la rue et c'est un bunker qui est sous un hôtel. Mhm. Et donc, à l'époque, ils avaient encore quelques gens dans l'hôtel. Et donc, ils disaient les places assises sont réservées pour les gens de l'hôtel. Mais comme tout le quartier arrivait, les gens, ils arrivaient, ils s'installaient, quoi. Oui. Et puis après, les gens de l'hôtel qui préféraient prendre leur temps et de descendre Au dernier vraiment moment. au dernier moment, ils arrivaient, ils restaient debout. Et donc, il y avait des engueulades. Ouais, c'est notre bunker. Non, c'est nous, on a payé, on est dans l'hôtel, on n'est pas dans le... Des trucs comme ça auxquels tu... Ouais. Enfin, Enfin, ça t'amène à des... Mais malgré tout, je trouve qu'il y a eu quand même quelques histoires où c'est passé dans la télé, que vraiment il y a eu des gens qui se sont comportés très mal, violemment et tout, mais sur la quantité, le temps qu'on est dans les bunkers, non, généralement, etc., ça se passe tu vois très ce que je veux bien. dire, Les gens, genre, ils sont vraiment cordiaux. respectueux. Oui. Ouais. Et puis, ce qui est génial, enfin, génial entre parenthèses, quand même, mais c'est, tu vois tout le monde dans le bunker. Mm. Tu vois les riches, tu vois les pauvres, tu vois Ouais, les enfin, gens les du riches, ils ont un quartier. mamad. Hein. Ouais, mais même parce que, par exemple, moi, à côté de chez moi, il y a un couple, ils sont bien. Ouais. Mais juste, ils ont un immeuble qui n'a pas de... Non, ils ont un mamad, mais je pense que quand c'est les L'Iran, missiles d'Iran, tu restes pas dans le mamad parce que eux ils sont en haut sur le toit. Ouais. Tu te manges un missile dans ton mamad, tu vas le sentir passer. Ouais. Et donc vaut mieux aller au bunker. Oui, c'est vrai. Et tu vois les gens, tu vois tout le monde, tu vois, il y a Ouais. les chiens, il y a les bébés, il y a les petits vieux, il y a tout le monde, il y a les Philippins, l'assistance aux personnes âgées qui sont là. Généralement, ils sont super stressés parce que c'est la première fois qu'ils vivent ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, je pensais pendant que tu racontais ça, c'est vrai que ça va faire la semaine prochaine, ça fera 1 an depuis le missile qui était tombé à Batia, mais tu sais qu'il avait détruit tout un bloc, Ouais. il fait 9 morts et dont une petite fille et tout. Et je me dis, ça fait déjà 1 an et on est toujours dans cette réalité. Alors évidemment, c'est différent, ça a évolué, mais en fait, depuis 1 an, il y a eu les 12 jours. Ensuite, il y a eu les 40 et quelques jours. Maintenant, il y a eu les 17 heures. Ils l'ont appelé comme ça à la télé en Israël. La guerre de 17 heures. Genre, il y avait les 6 jours, il y avait les... Genre, arrête, trouver... Ils ont fait un truc génial. C'est des malades. Ils ont annoncé, dès que ça a commencé, ils ont annoncé qu'on changeait pas le nom de la guerre, donc on était toujours en... Ah oui, parce qu'il y a un cessez-le-feu entre Oui, les oui, deux. parce qu'il y avait eu un cessez-le-feu. Donc, alors ils ont dit qu'on continuait et donc ils ont annoncé qu'on était au 42e jour de la guerre. C'est incroyable, mais Incroyable. si, j'ai le l'image truc, de- le push. screenshot et je dis mais Ils et se donc foutent de nous. il y a 6 mois où non, c'était time out et là on est au 40, c'est-à-dire on se remet à recompter, c'est n'importe quoi. C'est genre pause. Ouais, on a tu sais une comment pause. ça s'appelle 1, 2, 3 soleil. Ouais, voilà. Non, c'était la mi-temps. À Tu propos vois, tu me lances sur la Coupe du à Monde. propos de la Coupe Sachez du Monde. que... On va en parler. Soyons- Ronnie ne s'intéresse pas au foot, acceptable, mais Mais j'aurais rien à même dire. pendant la Coupe du Monde, il en a rien à faire. Est-ce que vous vous rendez compte? Je crois que la seule fois où j'ai regardé
des matchs de la Coupe du Monde, c'est quand j'étais tout petit et que c'était un truc intéressant. T'as pas regardé en 98 quand on a Et gagné? j'ai regardé quand la France a été en finale. Bah oui. Donc les deux, je crois qu'il y a eu 2 fois où la France était en finale. Et j'ai regardé parce que bon, quand même, la France est en finale et ça me paraissait quand même intéressant. Si t'attends Mais Israël le en finale, foot, tu vas attendre. Mais le foot, ça me fait chier, mais grave. Voilà. Non, mais je comprends. Et donc Moi, je j'aime regarde jamais. l'ambiance. Alors, pour ceux qui savent pas, mais là, vous viendrez sûrement pas faire ça avec nous, parce que vu l'état du pays. Mais normalement, il y a les matchs qui sont projetés à la plage sur des écrans géants le soir. Dans les cafés, Dans ouais. les cafés, mais le concept d'aller se poser sur les pieds dans le sable avec un écran géant, en fait, il fait nuit, donc on voit pas la mer, et tu as l'écran géant, donc tu as l'impression d'être dans une immensité où tout Ouais, est sombre et c'est tu as génial. l'écran géant. C'est exceptionnel, ambiance de fou. En plus, il y a toujours des gens qui ont fait de leur alia de tous les pays, donc il y a toujours vraiment de la représentation. Tu vois, quand tu as la Hollande contre la France ou quoi. Donc c'est super sympa. Donc moi, je suis pas une grande fan de foot de base. Mais je trouve que et c'est sûrement grâce à la Coupe du Monde qu'on n'a pas de guerre, a priori, pendant les prochaines semaines. Il y a quelques années, on avait organisé, quand il y avait eu à la Coupe du Monde, il y avait eu un match États-Unis-Iran. Ok. Est-ce qu'il y aura un match États-Unis-Iran Bah, cette je pense fois-ci? que Est-ce que ils l'Iran, vont se faire... Ils sont pas dans le même pool, je crois. ils sont Ils vont pas, se faire ils- éliminer. ils y Les sont, deux, les c'est des Iraniens nuls, non? Ouais, ils y Je sais sont. pas, j'y connais Avec rien. le drapeau du régime, évidemment. Ça doit être génial de voir un match en ce moment, de voir un match États-Unis-Iran. Bref, il y avait eu un match Tu vois, t'es plus États-Unis-Iran. excité par États-Unis-Iran que Messi-Ronaldo. C'est pas normal. Je genre. sais même, je suis pas sûr que je saurais les reconnaître si je Mais les non. voyais. Je te jure. Mais Non, là, t'abuses quand même. Messi, tu mais sais si, pas. je vois la tête. Ronaldo, je sais qui c'est. C'est le gars, ils avaient fait une statue et la statue était très très laide. Elle lui ressemblait pas du tout, Parce non? qu'il est beau gosse. Oui, je vois qui c'est. Non, Bon, je voilà. saurais si tu Genre, veux. si Ronaldo passe à côté de toi à Tel Aviv, tu vois qui c'est quand même. Ouais, mais je pourrais le rater, tu vois. Il pourrait y avoir un quiproquo. Je suis très basketball, moi. Je suis NBA. Je suis à fond. Là, c'est les playoffs. Et on a Wembanyama, bon, par exemple, on a un Français en finale des playoffs. Tu peux pas comprendre. Bah, non, parce qu'au final, moi, Et pourquoi en c'est- plus, je trouve ça- on a New York en face qu'on peut pas saquer. Même Ouais. Danny, New Alors, York, vous voyez, bref. on n'a pas de terrain. Spike Lee, voilà. tu vois. Moi, je suis plus rugby, basket, foot. On n'est pas. Donc on a New York, San Antonio en finale des playoffs. Et à San Antonio, il y a un Français, 2,26 m, un truc de fou. 20 ans. Dans quel âge il a? 22 ans. 2,26 m, un extraterrestre. Il s'appelle Lui, comment tu pourrais pas. Il s'appelle Victor Wembanyama. Ok. Rien que le nom, tu vois. Bah écoute, Beaslacha, comme on dit. Tu vois que ça t'intéresse pas. Bonne chance. Mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, en plus de l'ambiance à Tel Aviv pendant la Coupe du Monde, c'est effectivement le fait que si c'était pas en Amérique du Nord et en particulier aux États-Unis, Trump pourrait continuer à vouloir faire ce qu'il veut avec l'Iran. Là, il a un intérêt extrême. Tu fais de la pub pour les États-Unis au passage. Non, ça Top. a été fait en Israël, ça. Et tu vois, rien que ce truc que la Coupe du Monde soit prise en considération pour décider d'une guerre et du côté de Bibi, les élections Business. c'est Business. fou en fait. Business. Ils en ont rien à faire qu'il y a un missile qui tombe sur un bébé quoi. Bah non. C'est pas ça leur intérêt. C'est pas. C'est d'ailleurs un bébé en Israël, au Liban, n'importe où d'ailleurs. Bah, de toute façon, on l'a bien vu là avec la réaction de Trump par rapport à cette guerre des 17 heures. On a vu comment il a plié ça rapidement, quoi. Vas-y, C'est-à-dire- fais-nous un débrief alors. Euh, Vite fait, pour ceux qu'on a juste pour suivi. finir sur États-Unis-Iran, donc c'était il y a quelques années, je crois que c'était 2014, je me rappelle plus de la date, mais c'était pendant ce mondial-là. Mhm. Il y avait eu un États-Unis-Iran et nous on avait organisé dans un petit café qui est là au bout de la rue, on avait organisé de voir le match en mode pro-Iran. Ok. Donc on avait les drapeaux iraniens, tout ça, et on avait fait un live avec des Iraniens Mais non. à Téhéran et on avait regardé le match ensemble. On avait posté les photos sur le groupe Peace Factory à l'époque. Je m'occupais beaucoup de ce truc-là et il y avait vraiment il y avait un mode genre israélien et iranien qui Trop marrant. voyaient le match en même temps. Ils en avaient parlé à la télé et tout. Ça avait fait un petit buzz. C'était Ouais. sympa. Ouais. J'imagine Ouais, bah là, que ce ça sera pas le, ça- ce sera ça- pas le cas, je pense. moins déjà Moins. comme on dit en Israël parot. Par contre. Moins un peu moins. Ouais, peut-être un peu moins cette fois-ci. Donc,
petit point actu guerre. Ouais, et donc, alors, on a eu ces 17 heures de folie. Moi, je dois dire, personnellement, quand ça part comme ça, je mets longtemps à redescendre. Ouais. Ouais. Par exemple, ma femme, genre à midi, elle était déjà à la salle de gym, tout Ah avait ouais. repris, elle était en mode je m'en bats les couilles, quoi. Genre, si ça tombe pas, et Ok. moi, j'étais en mode je sais pas, j'attends, ça va repartir, est-ce que je stresse, est-ce que Oui, parce qu'on j'envoie. ne venait pas du tout au courant, on savait pas du tout ce qui Non, allait on se savait passer. pas, Encore on une fois, dans attendait. le... Et plus le temps passait, et plus on se disait, c'est quand même chelou que ça continue pas. On savait qu'il y allait avoir une riposte israélienne, et on a eu donc l'info qu'il y avait une riposte israélienne sur Téhéran et sur un truc de neft, de pétrole, donc sur une installation pétrolière. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est sûr que les Iraniens vont relancer. Mhm. Et donc, moi, j'étais en mode, on cherche, on va chercher un appartement, on va bouger, ça va durer, ça va repartir pour plusieurs jours, ça va pas s'arrêter là. Ouais. Et ma femme, pas du tout. Elle était, mon fils, il voulait aller au basket, je lui dis, tu bouges pas, tu restes là, tu peux regarder la télé, c'est le maximum. Tu te tais, tu m'énerves pas déjà. Tu restes tranquille. Moi, je stresse à mort. Ouais. Je stresse à mort, et quand je stresse à mort, je fais le ménage. Ah, utile. Ouais, je fais le ménage, donc j'ai fait le ménage et tout ça, et j'attendais, et je m'endors pas, rien, donc j'ai stressé pendant jusqu'au soir, quoi, où vraiment ils ont dit, bon, bah, on arrête. Il y a une espèce de cessez-le-feu, c'est-à-dire que les Israéliens, ils y sont allés, donc après la frappe iranienne de 9h du matin, les Israéliens, vers les 10h, 11h, ils ont été tapés en Iran, donc l'armée de l'air, et on a eu l'info que l'armée de l'air s'apprêtait à faire une autre vague de frappes, parce que évidemment tout se sait, et donc on savait que les avions étaient prêts et tout ça, et qu'ils organisaient un gros truc, ils en ont même parlé à la télé et tout ça. Et là, on a eu l'info qui est tombée que Trump avait appelé Netanyahou en lui disant, bah non, en fin de compte, non, Donc. lâche, vous avez tous les deux, genre, en faisant un peu une parallèle entre vous les Iraniens et vous les Israéliens, Ouais. un peu en se distançant, Ouais, genre, ouais, moi je suis pas ouais, dans ouais, le coup, ouais. vous êtes vraiment, vous êtes mis une bonne claque, et maintenant on se On calme. se calme. Mais vraiment, il a fait vraiment la parallèle en disant, vous les Israéliens Ouais, et ouais. vous les Oui, mais Iraniens. il avait fait la semaine dernière, vous le Hezbollah, vous les Israéliens, Ouais. c'est-à-dire il nous rabaisse. Et Mais il d'ailleurs, se il y a distance, Vance, le c'est vice-président. plus la guerre Non, non, Israël, États-Unis, Israël contre l'Iran. à C'est fait. moi, j'ai mon truc avec les Iraniens, mais j'essaye de le régler, et vous venez pas me faire chier. me faites pas chier, il y a un accord, l'accord il est très bien. Vance, il a dit c'est très bien pour les Américains, Israël ça va moins leur plaire. Et en fait, voilà, ils nous ont mis complètement de côté. Ce qu'on disait Et depuis attends, il y a- longtemps. Ouais, Oui. vas-y. Et donc, moi, je m'y attendais parce que je le connais, le Donald. Et je pense que depuis le début, il essaye de faire un deal, parce que sinon, Il Le- le dit. il le dit de toute façon, mais on le voit. On en a parlé la semaine dernière et la semaine d'avant, il était à un point où il aurait pu mettre les Iraniens à genoux, et il s'est arrêté, et il s'est dit c'est le moment de faire un deal. Et maintenant, je pense que ça va être très compliqué de repartir dans une version on y va avec les avions et avec les frappes et tout ça. Et donc lui, il essaye de faire un deal pour pouvoir dire on y a été, on leur a mis sur la gueule. Non, il va dire que c'est une victoire son deal, que c'est un deal historique. Si il a un deal historique, oui, ça sera mais une même victoire, s'il est mais pas pour historique, eux, il dira c'est un deal mais historique. pour eux, est-ce que ça sera une victoire pour les Israéliens? On sent bien que là, que non, puisque c'est nous, même on reste plus avec, l'histoire. puisque nous, on reste avec nos problèmes. Voilà. Parce c'est que ça. nous, notre problème, il est tant que les Iraniens, ils auront cette volonté de détruire Israël, et qu'ils le disent, et qu'ils mettent tout en place, même si c'est que des missiles balistiques, nous, c'est un problème existentiel. Les Américains, ils n'ont pas un problème existentiel. Non. Ils ont un problème de pétrolier, ils ont un problème économique. Bah, d'ailleurs, là, l'Iran a tapé encore une fois sur un pétrolier. pétrolier. Ou Ouais. non, ou sur un pétrolier. Et les États-Unis ont Mais là, riposté. ils ont tapé sur le Koweït, ils ont tapé sur Oui, mais l'Arabie en Saoudite. riposte, justement. Mais nous,
on a un autre problème on n'a pas le même problème et c'est pas le même danger. Et puis nous, ce qui nous fait, enfin, le pire des problèmes en ce moment, c'est les missiles, mais c'est le Hezbollah. Bien sûr. Et à partir du moment où Trump se désengage, on va dire, de ce qui se passe au Liban et qui dit bon bah calmez-vous, de toute façon vos histoires Liban, Israël, c'est pas mon affaire, ça crée un vrai problème pour Israël qui se retrouve encore une fois. Ouais, pour l'instant tout seul. les négociations elles continuent avec le Liban, Israël-Liban en parallèle. Mais tant que les Américains ils seront pas derrière. Bah, pour l'instant ils sont d'ailleurs, c'est eux qui organisent. D'ailleurs, il y a quelques jours, il y a eu aussi, pour la première fois de l'histoire, un journaliste israélien, Ravid, comment il s'appelle Barak Ravid, ouais. qui a été interviewé en direct aux infos sur la chaîne nationale, peut-être pas nationale, mais sur une chaîne au Liban. Ouais. Et donc ça, c'est quand même dingue, tu vois. Quand même, on voit les sondages d'opinion publique au Liban qui sont pour des relations avec Israël. En Israël, pareil, je ne sais pas si tu as vu, il y avait eu un sondage pour les Israéliens. Est-ce que, si c'est safe, est-ce que vous voudriez aller au Liban ? Et c'était un truc genre 80% des Israéliens disent bah évidemment. Est-ce que ça va l'être un jour ? On n'en sait rien. Mais si oui... et tu sais, c'est des moments où ça va être très compliqué quand même. Un peu. Non, mais il va falloir attendre un reste moment. Sur le positif une seconde. Non, mais ça va Ronnie, être ne très me compliqué. redescends pas Parce direct à la réalité. Après les frappes sur Beyrouth et les frappes sur je te le dis pas sud demain Liban, matin. Je te parle d'une paix potentielle. Il va y avoir quand même des grincements dedans. Oui, mais de toute façon, on fait la paix avec un ennemi. On fait pas la paix quand tout va bien. Oui, c'est clair. Donc, si un jour il y a la paix, eh ben, c'est 45 minutes pour aller à Beyrouth. Il faudrait qu'il y ait un train déjà. Un train. Faudrait que les Israéliens. Faudrait que la ministre des Transports se mette à faire des trains. Bah non, il faut rappeler l'Empire ottoman et le mandat britannique, ils en avaient. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'ils raconte-nous, Ronnie ? Enfin, du coup, la guerre, on n'a pas grand-chose à rajouter, je trouve. Hein. C'est toujours la merde au Liban. Toujours des folies et des combats. Bah là, ce qui s'est passé, c'est que les Iraniens, ils ont réussi à faire pression sur les États-Unis pour que les Israéliens, ils arrêtent de frapper sur la Darja, donc sur ce compound qui est au centre de Beyrouth, où se cachent, où vivent les leaders du Hezbollah, voilà, en disant, si vous... C'est la seule chose qui intéresse les Iraniens. Quoi. Ouais, les Iraniens, en plus, ils se sont posés en protecteurs. Je voyais, ils ont organisé un grand rallye comme ça à Téhéran, avec drapeau iranien du régime et drapeau libanais. Ils se sont carrément posés en protecteur du Liban, alors que les Libanais, ils ne peuvent pas les saquer et ils savent très bien que... Bien sûr, ils sont responsables de la destruction. Et donc, les Iraniens, ils ont réussi à faire pression sur les États-Unis et à faire une espèce de linkage, en fin de compte, entre le cessez-le-feu États-Unis-Iran et ce qui se passe à la Darja, en disant la guerre entre... c'est-à-dire le fait que... Et je l'ai vu ça souvent revenir dans les médias américains cette semaine. Quand ils expliquaient ce qui s'est passé, ils disaient ouais, les Israéliens, ils ont été tapés à la Darja et c'est ça qui a fait. Les Israéliens sont allés taper. Oui. Ouais. Parce que c'est vrai que, excuse-moi, c'est vrai que la riposte, on va dire iranienne, vient du fait que les Israéliens ont été tapés à Beyrouth, dans ce quartier qui s'appelle la Darja. C'est un cynisme total. Oui, bien sûr, parce qu'ils oublient de dire à chaque fois que tout ça, c'est parce que le Hezbollah tape sur les villes israéliennes. Mais ça, même les Américains aujourd'hui, dans les infos, Fox News et tout ça, ils oublient un peu de le dire. Genre, vous faites chier avec vos histoires Israël-Liban. Qu'est-ce que vous aviez besoin d'aller taper à Beyrouth? Oui, et donc alors c'est que ça pas taper dans des quartiers résidentiels de citoyens. Et c'est ça qui a énervé nos Iraniens, alors qu'on était à deux doigts de faire un deal avec eux aussi, ça l'a et vous énervé. faire chier. Et voilà. Et donc le nord d'Israël passe à la trappe. Bah oui, mais parce que notre gouvernement aussi, c'est lose-lose situation pour Netanyahou qui, encore une fois, Mar Bitachon, Monsieur Sécurité, le Churchill du Moyen-Orient. Bref,
rien, quoi. Rien à mettre, rien à se mettre sous la dent. Non. Rien à proposer à son électorat. À part des guerres. Et donc, ce qu'il va faire, c'est il va aller chercher un trophée quelconque en allant frapper à droite, à gauche. De toute façon, cette frappe à la Daria, déjà, c'était Netanyahou qui était en mode, il me faut quelque chose pour provoquer, pour proposer à ma base juste avant les élections. Parce qu'il a été frappé là-bas en sachant très bien qu'il n'y avait aucun enjeu stratégique. C'est-à-dire, il tapait juste dire, comme je ça. fais ce que je veux. Non, mais juste parce qu'ils n'ont pas été... c'est pas qu'ils ont descendu Nasrallah ou... Enfin, tu vois, c'était des locaux pratiquement vides. Et je crois qu'il y a eu 2 morts. C'était des soldats libanais. Et il y a eu 11 blessés, mais pas... Donc en plus, c'était raté comme cible. Grave. Et donc, tu te dis, mais pourquoi ? Moi, j'ai vu un tweet d'un mec qui soutient Netanyahou qui disait vas-y Bibi, tapant en Iran, Amandatim al Aritspa. Les mandats sont par terre. Sont prêts sont à ta disposition, quoi. Donc en fait, c'est ça, c'est pas la sécurité d'Israël, c'est pas la stabilité du Moyen-Orient, c'est pas la menace iranienne, c'est le résultat dans les urnes pour Bibi. Et moi, j'ai écrit un truc, juste quand ça a commencé, j'ai écrit maintenant, Netanyahou, il est face à 2 choix. Ou il perd les élections, ou il perd les États-Unis. Et c'est clair qu'on sait qui il va choisir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on n'a même pas eu besoin d'attendre les élections pour qu'il perde les 2. Parce que là, Trump, il lui a dit, parce que la deuxième vague de frappe qui était censée partir sur l'Iran, parce qu'ils avaient prévu un truc beaucoup plus massif, Trump, il lui a dit, tu bouges pas. Mais il savait bien que Trump allait lui dire ça, donc je comprends pas à quoi ça servait de préparer un truc beaucoup plus massif. Il savait très bien qu'il allait pas lui donner. Est-ce qu'on est bête ? Hello. Le show commence. Le show commence. Est-ce qu'ils sont tellement intelligents qu'ils arrivent, Netanyahou et Trump, genre en nous faisant genre un show à c'est moi qui lui ai dit d'arrêter, ou est-ce que c'est du pchat? C'est ça la question. Tu vois ce que Moi je pense que c'est des mythos les deux. Est-ce que Netanyahou, ils sont en train de nous jouer, ils nous font un comédia dell'arte alors que tout est déjà organisé entre eux et que Netanyahou a fait je vais aller frapper sur l'Iran et tout, je suis prêt à y aller et Trump, non, moi, je pense pas. Et Trump il fait non tu t'arrêtes et tout et donc mais c'était déjà Sagour entre eux, c'était déjà prévu entre eux qu'ils lui fassent ça et en contrepartie Trump va aider Netanyahou pendant les élections. Ou est-ce que vraiment c'est un loser de la mort et il s'apprêtait à aller taper sur l'Iran et que Trump lui a dit tu bouges pas et donc il a perdu le fait qu'il a pas été tapé sur l'Iran, donc son électorat, et en plus il a perdu les États-Unis. Réponse 2, un loser. Un loser. Oui, je m'imagine que tu n'allais pas lui dire non, je pense vraiment pas que c'est un grand stratège. Non, je reconnais à César ce qui est. Netanyahou. Dis pas César quand tu parles de Netanyahou. Si. Je reconnais à César / Netanyahou ce qu'il faut lui reconnaître. C'est évident que Netanyahou est un très grand stratège politique, un homme brillant. Politique, mais est-ce que c'est un grand stratège militaire ? Ah non, mais c'est pas ça. Enfin, il est censé. Un homme politique n'est pas censé être un fin stratège militaire. Il est censé. Il est censé être Marbitachon. Il est censé orienter. Marbitachon, monsieur sécurité. Il est censé orienter, donner la stratégie, la vision. Et l'armée est censée proposer des actions, des tactiques pour atteindre la stratégie. Quelle est la stratégie ? Et donc, est-ce que c'est un grand stratège militaire Non, militaire, non. Moi, je te parle de politique netto. Ouais, non, quand je dis militaire... et c'est pour ça que c'est très dangereux, parce que c'est pas le cas. Mais il faut lui reconnaître ça. Pour autant, je pense que par rapport à ta question des 2 options, c'était pas du tout prévu. Trump est en train de nous humilier. Bibi, à chaque fois, il pense qu'au final, il va pouvoir s'en sortir et essayer de faire un coup par-ci, un coup par-là et de convaincre Trump qu'au final, c'est dans son intérêt que. Et maintenant, ce que tu as dit au tout début, qui est en train de se passer, c'est que Trump se désolidarise totalement, est en train de fissurer. Donc les deux à la fois, ils sont en train de fissurer l'alliance stratégique militaire
politique, diplomatique, économique, tout entre les États-Unis et Israël, et ça nous met dans un danger total, parce que là on peut pas accuser, oui, la gauche et aux États-Unis ils sont woke, ils sont anti-israéliens. Non, là on parle de sujets très 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 sérieux et de gens qui sont censés être informés. Non, mais ce qui est, enfin, quand tu suis la politique aux États-Unis et que tu vois ce qui se passe à droite de Trump et à l'extrême, et donc Trump avait été beaucoup critiqué par des gens comme Tucker Carlson et tout ça, et l'extrême droite aux États-Unis, qui s'étaient désolidarisés de Trump en disant tu t'es laissé manipuler. À gauche aussi, ils ont dit par l'État hébreu, par la juiverie internationale, tout ça. Ils t'ont emmené dans une guerre où on n'aurait pas dû aller. Et donc, ça a été la grande critique. Genre, c'est pas, en fin de compte, c'est pas une guerre américaine, c'est une guerre israélienne. Et tu t'es laissé traîner. À la fois, et ce qui n'est pas vrai du tout. Non, mais Trump, je pense que là, ça a été sa carte à jouer pour dire, regardez, oui, parce que tout ce qui intéresse Trump, c'est ce qu'on pense de lui. Il en a rien à faire du résultat. Il va dire que c'est une victoire et que c'est machin. Il en a rien à faire. Ce qui l'importe, c'est ce que les gens disent sur lui. Là, les gens ont dit exactement la critique que tu as dite. Et c'était ça le problème. Et Netanyahou, je pense que dans tout ça, il essaye d'exister, il essaye de comprendre ce qui peut le sauver, et il pense encore que au final il comprend Trump et il pourra lui vendre une sorte de porte de sortie. T'as vu ce que Trump a dit cette semaine? C'était hier. Je suis pas sûr que je sais pas pourquoi. Il y a une reporter de NBC qui lui a demandé, est-ce que vous pensez que Netanyahou, déjà c'est une question très chelou, elle lui demande à lui, est-ce que vous pensez que Netanyahou va se représenter à ces élections? Ok. Question chelou, non? Et il lui répond, je suis pas sûr. Réponse encore plus chelou, mais d'où c'est vous qui... Ah oui, j'ai vu que Netanyahou lui a répondu. Et donc ce matin, le Likoud fait une réponse à la presse. À la presse américaine. Non, si, il se représente. Quoi? Enfin, c'est très chelou. Ultra chelou. Mais va savoir, ça pour le coup, ça peut être orchestré. Tu vois que j'en sais rien. Ce qui est aussi sorti cette semaine dans la presse, c'est que apparemment Netanyahou voudrait annuler les primaires du Likoud. T'as vu ça ou pas? Bah évidemment, qui voudrait. En général, ça change pas grand-chose vu que c'est Netanyahou qui choisit l'ordre et après ils font des fake élections. Mais ça voudrait dire que même le Likoud, c'est-à-dire officiellement, annule ces primaires qui étaient soi-disant une excuse en disant on est démocratique. Ouais, c'est nous le seul groupe démocrate, non, il y a aussi le parti démocrate, mais c'était toujours un truc de on est un parti libéral. Le Likoud, c'est quand même à la base un parti libéral. C'était. Et avec ce truc de on n'est pas du tout dans la dictature de Netanyahou vu qu'il y a des fausses élections. On a des primaires et tout, c'est nous qui choisissons. Et là, ça y est, ils sont en train de dire que s'ils vont les annuler, machin, tu vas voir qu'ils vont nous dire que c'est à cause de la guerre, que c'est pas le moment de faire des primaires. On a un petit peu abordé le sujet la semaine dernière, mais on n'a pas vraiment raconté la folie du truc qu'il y avait eu sur les élections par le gouvernement du Meva Kera Medina. Ouais, du Meva Kera Medina, qui est le... Attends, il y a un mot, il y a un truc. Celui qui est responsable des comptes de l'État, de... L'interpelleur de l'État, pas l'interpelleur, le critiqueur d'État. C'est comme un procureur qui a pour but, en fait, de vérifier les comptes de campagne, de vérifier le comportement du gouvernement, de vérifier je sais pas comment ça se traduit. Ouais, donc c'est... Mais Vaquer, ça veut dire effectivement un contrôleur. Contrôleur, critiqueur. Et à Medina, donc un contrôleur, critiqueur de l'État qui a pour but de, justement, par exemple, quand il y a les primaires, il vient vérifier que les voilà, comme pour pas arriver dans des... Surtout c'est surtout quelqu'un qui a une fonction qui est très très sensible, et qui est censé critiquer le gouvernement quand il se passe quelque chose. Le gouvernement, mais c'est plus au niveau personnel, de vérifier chacun des députés, de vérifier chacun des ministres, de vérifier qu'il n'y a pas de corruption, de faire avancer les processus de commission d'État, ce qu'il a en l'occurrence, on l'a vu, il a choisi. Et donc justement, après le 7 octobre, on avait besoin d'une commission et tout ça, et c'est cette personne-là qui est aussi censée faire un rapport en disant oui, on a vraiment besoin d'une commission, et oui, il y a eu des problèmes. Et donc, il est responsable aussi, je rajoute, du bon fonctionnement des élections.
c'est-à-dire de vérifier que la commission des élections, la Vadat Prirot, fait son travail de façon démocratique. Voilà. Et donc cette personne, elle peut donc soit aller contre la Vadat Prirot en disant vous faites pas un travail démocratique, soit si la Vadat Prirot fait un Vadat travail Prirot, j'ai dit une commission des élections. Et à l'inverse, attends, j'ai perdu ma pensée. Et à l'inverse, si la Vadat Prirot, la commission, fait un processus démocratique et qu'imaginons, on aurait un proche du gouvernement en tant que contrôleur de l'État. Contrôleur d'État. Contrôleur d'État. Exactement, c'est ça le nom de la fonction. Il pourrait faire annuler, trouver des raisons de faire annuler des élections qui seraient démocratiques. Donc c'est extrêmement dangereux comme position. Il faut absolument que ce Donc soit c'est une position qui est très neutre. très sensible et c'est quelqu'un qui est censé être neutre et ça a toujours été. Et donc ce qui est incroyable, c'est des avocats en général. C'est le gouvernement qui va élire cette personne-là. Et donc cette semaine, la semaine dernière, la Knesset, oui, donc tous les partis réunis qui vont voter. Mais généralement, le gouvernement qui ont 61 voix, ils se mettent ensemble et ils choisissent leur personne, celle qui leur plaît le plus et ils vont proposer cette personne-là et généralement ils vont réussir à la faire. Et là il y avait 2 mecs qui étaient proposés par le Likoud, donc 2 mecs de droite. 2 mecs de droite. Et ce qui est incroyable, c'est que le sortant, déjà c'était un gros de droite qui avait été mis là par Netanyahou la dernière fois. Et donc il y a eu ces élections-là qui sont des élections secrètes, c'est-à-dire à bulletin secret. Donc tu vas... Par les députés. Par les députés. Tu vas, tu votes. Et il y a 2 ou 3 tours. Il y a 3 tours. Je sais plus. Comme toutes les élections à la Knesset, je crois que c'est 3 tours. Et donc, premier tour, ils y vont. Ils avaient le gars. Netanyahou, il arrive, il met son petit papier. Et ils s'aperçoivent qu'en fin de compte, au lieu d'avoir les 61 voix sur 120, donc la moitié plus 1, ils se sont retrouvés à 58. Et que fait Netanyahou, cet amoureux de la démocratie, hein? Amoureux. On peut pas lui dire autre chose. On peut pas. Très bonne définition. Il appelle ses députés en leur disant on refait un tour puisqu'il y a 2 tours, donc deuxième tour, et vous m'envoyez tous une photo avec vos télé. C'est-à-dire que vous me prenez en photo. Vous prenez en photo. Faites un selfie dans l'urne. Dans l'urne. Pendant que vous votez, je veux voir votre billet dans l'urne avant que vous le mettiez. Et donc, toutes ces smart-teams toutes ces serpillères qui sont au gouvernement, ils font au bon gré du chef. Et ils ont tous envoyé leurs petites photos. Il y en a, et comment on l'a su? Parce qu'il y en a qui ont carrément même fait des petits films qu'ils ont publiés sur leurs réseaux sociaux pour qui ils ont voté. Pour nous dire pour qui ils ont voté. Et c'est comme ça qu'on a su qu'en fin de compte, quand le chef de ce parti qui aime tellement la démocratie, il demande de savoir ce que vous allez voter alors qu'il n'est pas censé, et ça se passe comme ça. Donc c'est l'ancien avocat, enfin l'ancien. Et cette personne, c'est son avocat personnel. C'est-à-dire c'est lui qui fait élire, qui est censé le contrôler. C'est-à-dire que la personne qui est censée contrôler Netanyahou et son gouvernement, la personne qui a été élue, c'est l'avocat personnel de Netanyahou. Et du Likoud. Mais il n'y a pas de problème. Non, j'espère que vous captez le truc. C'est-à-dire, c'est pas son avocat, je sais pas, il y a 15 ans ou il y a 20 ans et tu pourrais dire, bon, il y a eu une période, tu vois. C'est-à-dire, là, jusqu'à il y a quelques mois, le mec qui s'occupait de ses procès, de corruption, Payé donc par Netanyahou. Payé par Netanyahou et par le Likoud depuis des années, va donc maintenant être censé être contrôleur le contrôleur d'État. Et de Netanyahou. Et c'est lui qui va nous dire si Netanyahou, il aurait dû se lever plus tôt le 7 octobre ou pas. C'est lui qui va nous le dire. Non, pas tout à fait. Il va en fait pouvoir d'un côté définir qui va faire partie de cette commission d'État, qui ne seront pas une commission d'État selon la loi israélienne, mais une commission spéciale politique dont le mec va choisir. C'est lui qui va choisir comment. Voilà, donc ça c'est foutu. Ça nous calme. Ouais, on est calme. Et deuxièmement, parce que c'est hyper important, parce que ça fait depuis le 7 octobre qu'on l'attend, cette commission, et qu'on n'a toujours pas de réponse. Mais en plus de ça, c'est celui qui va être responsable des élections de valider les listes des partis de gauche, des partis arabes, des partis qui sont présents contre Netanyahou. Il va aller chercher chaque petite faille pour essayer de faire tomber des opposants. C'est-à-dire on est vraiment dans un système qui se rapproche d'une dictature, là. Faut comprendre, c'est de la folie. On n'est pas la seule démocratie du Moyen-Orient, alors? C'est pas nous? Je sais pas.
C'est les Houthis. Les Houthis, ils sont plus démocrates Je que pense nous. qu'on est en train de glisser. On était démocratie libérale, ensuite démocratie illibérale. Et maintenant, je ne sais pas où est-ce qu'elle Là, s'arrête. on est loin, là. On est loin, là. On est très loin. Alors, qu'est-ce qu'on a eu aussi cette semaine? On va changer de sujet, on va parler de trucs vachement plus optimistes. On a eu les ministres de l'extérieur, je crois que c'est Canada, Australie, Affaires France, des affaires étrangères, qui se sont mis d'accord pour empêcher Smotrich et Ben Gvir. Ah, il y a Ben Gvir aussi? Peut-être que c'est que Je Smotrich. crois que c'est Smotrich et une vingtaine de colons extrémistes. Donc Et eux, donc, il y a ils Ben- sont persona non grata, interdits d'entrer sur le territoire En France français, et autres. en France et autres. On a ça déjà, on en est là. On en est là. On a donc un ministre israélien qui est persona non grata en Europe, au Canada, Australie. Peut-être qu'ils peuvent faire ça, qu'ils soient persona non grata chez nous aussi. Ils le prennent, ils le Ça foutent serait bien. quelque part. Ça serait bien. Parce qu'au final, il était persona non grata des services secrets israéliens avant de se faire élire. Il était quand même, il a été accusé, il a été reconnu coupable, il a été retrouvé avec des bidons d'essence prêts à foutre le feu sur le mont du Temple. Il dit des choses terribles sur les Palestiniens. Il a dit aussi que le Hamas était un cadeau et que il fallait soutenir le Hamas et affaiblir l'autorité palestinienne dans le but de rendre impossible la création d'un État palestinien. Donc, et puis beaucoup d'incitation à la haine, d'incitation au terrorisme. Enfin, c'est quand même pas un enfant de cœur. Donc, je peux comprendre que pour des personnes qui sont responsables d'exactions et de choses comme ça, il y ait une démarche. Sachant que quand tu vas, je ne sais pas comment c'est en France, mais quand tu vas aux États-Unis, tu dois signer un papier comme quoi tu n'as jamais été terroriste. Ce mec-là, on a quand même certains de nos ministres et de nos députés israéliens qui ne peuvent pas, en bonne foi, signer ce document. C'est quand même dingue. C'est quand même dingue. Donc, moi, je suis pas pour le boycott, je pense pas que ce soit la solution, etc. Mais je peux malheureusement comprendre. Et d'ailleurs, quand Smotrich était allé en France, invité par l'extrême droite de la communauté juive, pour faire un discours en anglais, alors qu'il ne parle pas anglais, et que la communauté de centre, de gauche, la communauté plus progressiste, démocrate, etc., s'était opposée à sa venue, bah, je peux comprendre, parce que c'est quoi l'image d'Israël si ces mecs-là qui vont en fait en France? Je pense que ça fait leur jeu, le fait qu'ils soient persona non grata et tout ça. Ils disent, Peut-être. voilà, regardez, on vous Ça, l'avait t'as bien raison. dit, ils peuvent pas nous saquer, tout ça. T'as sûrement Parce raison. que en parallèle, Ça sert à rien, surtout, quand même. non, ça suis pas sert à sûre. rien. En plus, c'est pas qu'ils y vont tout le temps. Ils ont rien. C'est des gens qui sortent pas d'Israël. Enfin, ils À part pour aller en Palestine. ils sortent presque pas de leur territoire. Ils sont là. C'est les fous, quoi. Ça les intéresse pas. Ils parlent pas anglais. Enfin, ça les intéresse pas Mais d'aller. je trouve qu'en Israël, ça n'a pas été beaucoup couvert. C'est comme si aussi de l'intérieur, tu vois, il y avait un peu ce truc de... bon, c'est acté que tout le monde nous déteste. Certains disent à cause de Netanyahou et de la guerre. Et Certains n'ont même pas cette réflexion. Et donc, c'est un peu mécoubal, quoi. C'est un peu accepté. Non, mais c'est ce que je dis, ça fait leur jeu, ils sont contents parce qu'ils disent, regardez, on vous l'avait bien dit. Et puis, ça fait une parallèle entre eux et ce qui se passe à l'étranger avec l'antisémitisme et tout ça. Ils se disent, voilà, regardez. Non, mais je te parle pas d'eux, je te parle des ouais. gens normaux, des gens qui en ont rien à faire, qui les critiquent. Il y a un peu ce truc de... Bon, bah oui, à un moment ou à un autre, ça arrive, ce genre de truc comme Gallant et Netanyahou ont un tsav à la haie. Tu vois, ils ont un truc comment ça s'appelle? Oui, ils ont un mandat d'arrêt contre mandat d'arrêt international pour pour crime la de haie. guerre. Tu vois, je me dis, en fait, c'est ce que je disais une fois, Israël est vraiment passé dans l'axe des méchants, dans l'axe des extrémistes, dans l'axe un axe, ouais, tu vois, des vilains, quoi. Et ce qui est génial, c'est que le gouvernement, il a aucune communication là-dessus. C'est-à-dire, ils font rien. Mais non, mais parce que comme tu dis, ça ça joue fait leur jeu. Voilà. Mais après, la destruction de l'image d'Israël, des relations et surtout le Parce fait... que plus ça va mal à l'extérieur,
et plus ça fait le fonds de commerce de la droite ici en Israël, en disant de toute façon, regardez, c'est tous des antisémitistes, on vous l'avait dit, et donc venez en Israël, lâchez... Moi, je sais pas vous si avez- c'est assez. et, Voilà, moi, je te dis. Je pense et pas en que ça- mode, ça- en mode, de toute façon, on sera un espèce de Sparta, c'est ce qu'il avait dit Ouais, Netanyahou. mais- Ça fait leur jeu. Moi, j'ai une autre analyse. Mon analyse, c'est que leur but, c'est d'effacer la distinction qu'on essaye de faire et qui est essentielle à faire, la distinction entre le gouvernement israélien et Israël et dans Israël, le peuple israélien. Et en fait, en faisant l'amalgame et en disant bah oui, tout le monde nous déteste, c'est Israël, c'est nous, c'est le peuple juif, c'est de l'antisémitisme, etc. Bah en fait, ils essayent d'effacer cette ligne où effectivement il y a des terroristes qui sont des ministres israéliens. Ces gens-là doivent être traités à mes yeux comme tels et pas assimilés au reste du peuple israélien. Et nous, là où il y a une grosse déception aussi, je pense, par rapport à la gauche dans le monde et par rapport aux démocrates dans le monde, je pense, c'est de se dire à quel point vous êtes naïfs de ne pas faire la part des choses et de ne pas soutenir justement l'opposition au gouvernement Netanyahou. Moi, j'appelle pas ça la droite, j'appelle ça le bloc Netanyahou parce que pour moi, c'est même pas une question de droite ou de gauche. Et c'est ça qui est très dangereux. Et je pense que quand la France et d'autres pays essayent de, tu vois, faire ce truc-là en disant c'est Smotrich et une vingtaine de mitnachalim, de colons, bah, encore une fois, c'est-à-dire qu'à la fois, ils essayent de réagir aux pressions qu'il y a dans leur pays parce qu'on voit ce qui se passe en Cisjordanie et c'est terrible. Il y a un bébé, on ne l'a pas dit et c'est très important de le dire, il y a un bébé de 7 mois qui a été tué par un soldat israélien alors qu'il était en voiture avec sa famille. Il y a des exactions qui sont commises, il y a des maisons qui sont brûlées, il y a des, on a vu cette semaine, il y a des pogroms, on a vu même des images tellement horribles et évidentes, choquantes, parce qu'on voyait des terroristes juifs dans un pick-up aller faire un pogrom en Cisjordanie, dans les territoires palestiniens. Et cette image, elle nous a rappelé à tous les terroristes du Hamas sur leur pick-up qui rentraient en Israël pour tuer des Israéliens dans les kibbutzim et les villes du Sud. Et donc ce parallèle, en fait, c'est terrible. C'est-à-dire on est nous-mêmes victimes de ce coup de génie du gouvernement qui essaye en fait de nous faire tous plonger et couler. On paye tous. Et ce qu'on a vu là qui est excellent, c'est ce metteur en scène israélien. Ah oui. Qui a été Nadav Lapid qui a été boycotté. Et ce qui est génial, entre parenthèses, avec ce gars-là, c'est que ce mec-là, lui, il est opposant. C'est rare de trouver quelqu'un qui crache plus sur Israël. Pas sur Israël. Non, mais il critique. Encore une fois, tu rentres dans ma théorie. Il critique le gouvernement israélien pas de problème. Sans filtre. Quand tu vas dans la critique israélienne, tu as grosse critique, tu as level rouge de critique, et après tu as lui. Oui, mais lui, c'est une critique du gouvernement, c'est pas une critique d'Israël. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais mais c'est important. Évidemment. Et c'est ce que je veux dire, que le festival est annulé. Et ce qui est incroyable, c'est que lui se soit fait cette semaine, donc boycotté dans un festival de cinéma. Ils lui ont dit, toi, de toute façon, pour nous, t'es un Israélien comme les autres. T'es un sioniste. Et le gars, c'est le... Et ça joue aussi ça, le jeu du gouvernement. Voilà, et bien sûr. J'ai vu Mickey Zohar. Et ils lui disent maintenant, le gouvernement, ils lui disent, tu vois, de toute façon, tu peux dire ce que tu veux sur Israël, tu peux critiquer le gouvernement du soir au matin. Pour eux, t'es un sioniste. Ouais. Et c'est ça qui fait le jeu du gouvernement israélien. Et ce qui est incroyable, c'est que je pensais à ça ce matin. Je crois que tu en avais parlé dans un des épisodes. Je crois qu'on doit être le seul pays où les dissidents, ils sont de toute façon amalgamés avec le gouvernement. Parce que par exemple, quand tu as des dissidents iraniens en France, eux, ils sont acclamés, acceptés. Ouais, mais ils sont souvent pas écoutés. Je suis pas sûr. Enfin, tu te rappelles de cette semaine, il y a cette dessinatrice iranienne qui est morte. Qui est morte. Décédée. Quelle tristesse. Grande dissidente du régime iranien, qui a beaucoup travaillé pour dire, pour raconter ce qui se passait en Iran. Elle n'a jamais été boycottée. Personne lui a dit, de toute façon,
t'es iranienne, donc toi et le régime, c'est pareil. Oui, mais ils critiquent même pas le régime Non, iranien. enfin, oui, non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. T'as mais des, c'est clair, c'est clair, t'as c'est des clair. ressortissants russes en France, des gens qui sont contre Poutine et qui vont donner des conférences et tout le monde va les acclamer. Alors que quand c'est un Israélien, non. Oui, là, Toi, c'était un t'es un exemple sioniste. choquant. C'était un exemple choquant. Et donc, ça fait encore plus le jeu du gouvernement israélien qui dit, de toute façon, vous l'aviez bien dit, ils nous haïssent tous, c'est tous des antisémites, c'est même pas la peine d'essayer de discuter, barrez-vous. Mhm. Ouais, mais ça, encore une fois, je pense que il y a. Et il y a un peu de ça quand même. Mais C'est sûr. ça qui est incroyable. C'est ça C'est qui- qu'ils n'ont pas tout à fait tort non plus. Qui? Le gouvernement? Oui, quand ils Oui. disent ça. Mais comment on en est arrivé là? Comment on en est arrivé là? À cause de ce gouvernement et de cette conduite de guerre et ce manque de stratégie et le fait qu'il y a des ripostes militaires qui paraissent disproportionnées et qu'il n'y a aucune explication qui sort. Moi, je ne suis pas une experte de guerre, je ne suis pas une experte militaire, je ne sais pas dire ce qui est disproportionné ou pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est Israël n'a pas fait le travail pour expliquer ni à ses citoyens, ni au monde entier les raisons pour lesquelles on a fait ce qu'on a fait à Gaza, les raisons pour lesquelles on a fait et on continue de faire ce qu'on fait au Liban. Et après, ça laisse espace à des théories complotistes sur Israël veut coloniser le monde entier, qui sont à des bases antisémites, évidemment. De contrôle, les Juifs veulent contrôler le monde, etc. Bref, c'est joyeux. Écoute, Gaza, moi, je suis encore une fois pro-paix, ne tirez pas peace and love. Mhm. Et dès le 7 octobre, la demande d'Israël à Gaza, c'était rendez les otages. Rendez les otages. Si le Hamas avait rendu les Bon, otages, on est d'accord. on n'aurait peut-être pas eu tout ça non plus. Ah, mais ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai Non, certainement évidemment. pas dit. Mais je veux pas non plus dire ouais, il y a eu un pogrom à Gaza, tout ça, ça a été parce Bien que sûr qu'il n'y a pas eu de pogrom à Gaza. euh, C'est évident. Mais je veux moi, pas en non tant plus que rentrer- démocratie, je ne te parle pas du monde entier. Je te parle pour nous, en tant que citoyens, où on envoie nos frères, maris, sœurs se battre, fils et filles. fils et filles, et parents. Moi, j'aimerais savoir ce qui s'est passé pendant cette guerre, où il y a eu énormément de civils qui ont été tués parce que, on le sait, le Hamas utilise les hôpitaux, les écoles et les quartiers résidentiels comme bouclier humain. Mais moi, je veux faire confiance à Israël et je pense qu'on n'a rien à cacher et que si on avait, au fur et à mesure, ou même après, publié, répondu, expliqué, contredit comme il faut avec des faits et des preuves à l'appui, les accusations de génocide, les accusations de famine, les accusations de... comment on appelle ça, de Marsom Al-Gaza, tu sais, de checkpoint. non, pas Marsom, que c'est une prison à ciel ouvert, tu sais qu'il n'y a rien qui rentre et de... Ouais, d'avoir Le fait qu'il y ait- ghettoisé voilà, la tous bande ces de Gaza. trucs-là, ça s'explique par des stratégies militaires. Et moi, je pense que Israël s'est fait du mal à lui-même et au reste du monde entier, et en partie aux Juifs dans le monde, en n'expliquant pas. Une fois qu'il y a les explications, les preuves à l'appui, on peut encore avoir un avis en disant Israël a exagéré ou pas. Moi, tant que j'ai pas ces preuves-là, en tant que citoyenne, je trouve que c'est pas normal. Je suis d'accord sur le fait que Israël est très mauvaise en Mais communication. c'est plus que ça. Je sais que tu c'est- dis toujours la communication, c'est plus que ça. Je suis désolée. c'est- On peut pas tuer, on peut pas avoir une guerre qui fait forcément des victimes. Il y a eu les victimes du côté israélien du 7 octobre, plus les 2000 soldats, plus les civils palestiniens, plus les civils israéliens qui sont morts. Tout ça, et que ce soit juste des chiffres avec des noms d'opérations et des litanies et Philadelphie et je sais pas quoi, et des termes militaires qu'on ne nous explique pas. Je suis désolée. Tu sais quoi, je me rappelais, pendant le Corona, je me souviens, Corona. il y avait la Premier ministre de Nouvelle-Zélande qui, tous les matins, prenait le temps d'expliquer aux enfants ce qui se passait, ou tous les soirs. Oui. Et elle expliquait ce qui se passe et quelles sont les procédures mises en place et comment le gouvernement il fait pour que ça se passe bien. À des enfants. Nous, on est des adultes.
On est en guerre depuis 3 ans et demi. Il n'y a pas une personne qui vient. Ils viennent pas ils viennent pas aux enterrements. Ils viennent pas rendre hommage aux victimes. Ils viennent pas célébrer les vies et les commémorations des soldats qui sont tombés. Ce gouvernement est contre nous. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Du coup, c'est pas une question de communication, c'est une question de vouloir Oui, non, mais cacher. il y a une vraie volonté de ce gouvernement de tout ce qui est communication, parce qu'à un moment, parce que leur problème, c'est que toute communication qui va être sur ce qui s'est passé, il va y avoir une critique du gouvernement. Et ils peuvent pas, ils n'y arrivent pas. C'est trop fort pour eux. Tu te rappelles qu'au début de la guerre, il y avait la communication de l'armée. Et donc, il y avait tous les soirs ce Daniel Hagari, qui était excellent et qui était le communicateur en chef, on va dire, du porte-parole. Tu vois, il y a un nom. Communicateur en chef, j'invente des trucs. Il y avait le porte-parole de l'armée qui passait tous les soirs à la télé et qui expliquait ce qui s'était passé. Et lui, il était clair. Et en fin de compte, c'était lui, c'était la seule voix. Mais même ça, c'était hyper censuré, je suis oui. désolée. Et t'imagines que lui, ils l'ont viré. C'est-à-dire que lui, le gouvernement l'a fait limoger parce que il en disait trop. Parce qu'il chantait pas vraiment la chanson. Et depuis... Et qui parlait tout le temps des otages, il faut le reconnaître. Et depuis, le porte-parole, on sait même plus qui c'est. Ça change tous les jours. Non, ça change pas, mais juste, il fait plus d'annonces. Il ferme sa gueule. Et à l'époque, il y avait un porte-parole du gouvernement, un jeune, tu sais, qui parlait en anglais. Non, ça, c'était avant, je crois. Non, c'était pendant la guerre aussi. Ça a commencé pendant la guerre et lui aussi, il s'est fait virer. Et depuis, il a une chaîne YouTube, il fait ça en freestyle. Ah ouais. Il est très bien. Mais bon, la seule communication sur ce qui se passe en Israël, bah, c'est la société civile. C'est notre podcast. En partie, oui. C'est nous. C'est pour ça qu'il faut like and comment. Ah ouais, d'ailleurs, merci pour les commentaires. Attends, à l'occasion. C'est super sympa, on adore continuer, on voit de Paris, de Berlin, de Bretagne, c'est vraiment trop sympa. Donc merci à vous, laissez-nous vos commentaires et n'hésitez pas à nous poser des questions aussi. On répond, t'as vu ? Oui. Eh bien, notre temps commence à se faire, nous nous approchons de la fin du podcast et je sais qu'il y avait d'autres sujets que tu voulais aborder. De quoi on n'a pas encore parlé cette semaine qui s'est passé. Il n'y a toujours pas de dissolution de la Knesset. On ne va pas vous refaire juste on vous tient au courant. Est-ce qu'il y a d'autres sujets ? On a eu, on a cette loi que les religieux ils ont réussi à faire passer, la loi des méonotes là, et ils essayent de faire passer une loi. Les religieux, on en parle. Les ultra-orthodoxes. On en parle toutes les semaines. Là, ils sont en mode, on va au bout. On va prendre tout ce qu'on peut. On va tout prendre. Et ils essayent de faire passer une loi qui même, je vois des gens qui sont de droite qui disent non, ça passera pas. Bien et sûr. Je pense que là, ça va être très compliqué. Ils essayent de faire passer une loi qui dit, si tu étudies la Torah ou si tu as été soldat combattant, eh ben, tu as les mêmes... droits. C'est pas que des droits, tu as les mêmes aides. Parce que généralement, un combattant, quand il quitte l'armée, à la différence d'un soldat qui aurait fait un service militaire pas dans une unité combattante, et ben les combattants, ils ont quelques aides. Ils ont un peu, on leur donne un peu d'argent. Il y a des aides à l'insertion dans le monde du travail, à trouver peut-être un appartement, des trucs comme ça. Et donc, on essaye d'aider ces gens-là qui ont vraiment donné généralement de leur sang. Et ben les religieux, les orthodoxes et ce gouvernement, ils essayent de faire passer une loi qui dirait que une loi fondamentale, oui, pas une loi qui s'annule facilement. Non, quoi. Un truc qui est, voilà, comme on a dit la semaine dernière, une loi fondamentale. Et ben, ils essayent de faire passer une loi qui dirait que si tu as étudié la Torah, et ben c'est comme si tu avais été combattant et tu as le droit aux mêmes aides. Et ça, là, les combattants, et même les combattants de droite ou d'extrême droite, ils sont là. Ah, là, ça va pas passer, les gars. Là, ça va être très dur. Et je voyais un mec hier qui avait fait un petit film et il disait oui, Netanyahou, je t'adore et tout ça, mais... Ah ouais ? Ouais, mais... Mais là, tu déconnes. Mais là, quand même, tu vas trop loin. Moi, j'ai donné de mon... il expliquait qu'il avait été dans la bande de Gaza et au Liban et qu'il avait perdu des amis. Voilà. Et donc, et moi, je trouve que le problème de ces gens-là, c'est qu'ils commencent toujours leur phrase par « Bibi, je t'aime bien, mais... » Pourquoi tu continues à bien l'aimer ?
C'est ça que je comprends pas. Ce gars-là, il t'encule. On a le droit de dire je t'encule? Je pense pas. Tu mettras un miaou. Ce gars-là, il te... depuis tellement d'années. Et t'es là à dire ouais, mais... Pourquoi? C'est un frigo qui marche pas. Pourquoi tu rachètes ce frigo tous les ans? Je comprends pas ce mode. C'est pas juste un frigo qui marche pas. Il y a une menace de mort sur tes gosses. Tu vas dans un magasin de frigo, tu demandes un frigo, le gars il te file un toaster. Il dit ça c'est un frigo génial. Ok, tu l'achètes. Parce que bon, tu as été bête, tu le mets dans ta prise chez toi, tu rentres avec ton toaster, et là tu t'aperçois qu'en fin de compte, non, c'est pas un frigo. Il faut que tu nous dises ce que tu appelles toaster, parce que je crois qu'en français on dit un toaster, un grille-pain. Tu mets un grille-pain, et donc tu mets ton grille-pain. En français comme ça. Un grille-pain, parce qu'en Israël ça s'ouvre comme ça, et tu mets le pain à l'intérieur. Et tu fais des toasts. En parlant de pain, tout à l'heure, en parlant de pain. Et donc, tu mets ton grille-pain là, tu mets ton grille-pain. Et là, terreur, ça fait pas, non, ça refroidit pas, ça fait pas frigo, ça fait grille-pain. Tu retournes au... Sauf que le grille-pain, il peut pas tuer ton gosse. Et là, le manque de sécurité d'Israël, ça peut tuer ton gosse. Ce qui est incroyable, c'est que le gars, il retourne au magasin, il lui dit, mais oh... Il voit que le toaster, il a augmenté de 30%, et c'est grâce à Bibi. Tu m'as vendu un grille-pain. Et le gars, non, tu peux pas comprendre et tout. Et les gars, ils sont en mode, ils rachètent ce grille-pain. Et à chaque fois, la réflexion des Israéliens, c'est, oui, mais qui va pouvoir remplacer? Et puis, il parle tellement bien l'anglais. Et qui pourra répondre à Trump? Ton grille-pain, il répond pas. Il fait rien. N'importe quel grille-pain peut remplacer, puisque c'est pas un frigo. Est-ce que mon analogie, elle est claire là? Je sais pas, est-ce que vous me suivez là? Oh, Sénégal. Tu vois ce que... Et elle est super loin. Les Israéliens, ils sont fous d'acheter des grille-pains. Au lieu d'acheter un frigo, ça serait tellement plus simple d'aller acheter un frigo. Attends, dans ton analogie, Bibi, c'est le frigo. Non, Bibi, c'est pas le frigo. Bibi, c'est le grille-pain. T'as besoin d'un frigo. C'est la sécurité. Voilà. Ah, la sécurité. Voilà. Ok. Tu comprends, voilà. Bon, j'attends à ce que l'image du podcast de cette semaine, ce soit qu'un frigo et un grille-pain. Ça soit un grille-pain avec marqué frigo. Ceci n'est pas un frigo. Sachez que c'est Ronnie qui fait toutes les images qu'on publie. Donc voilà. Donc, la com. Ah là là. Bon. On en est là, quoi. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que ces Israéliens, par exemple, ce gars-là qui a fait qui a fait 500 jours de réserve, qui a perdu des amis au combat, il est là et il quand même, ouais, Netanyahou, je t'aime bien, mais d'où je t'aime bien? Parce que je pense qu'il pense que si il commence pas comme ça va être tout de suite vu comme un mec de gauche, donc contre Bibi, donc personne va l'écouter. Ce mec-là, il va quand même voter Netanyahou aux élections. Probablement. Et c'est ça qui me tue, quoi. Gars, change de grille-pain. Bouge pas. C'est bon. Alors, il y a 2 semaines. On n'a pas parlé de ça après. On repartira là-dessus. Il y a 2 semaines, j'avais promis à Shana que je lui faisais une baguette de fou. Et la semaine dernière, elle m'a dit ouais. Et il y a donc quelqu'un. Il y a eu des commentaires qui ont dit mais alors elles sont où ces fameuses baguettes? Et alors là, cette semaine, en live, les enfants. Ça sent super bon, en vraiment. Live. Regardez la baguette, et nous avons aussi les petits pains. Parce que dans mon four, je peux pas faire des trucs très longs. Voilà, et donc là... Voilà. Donc vous avez vu, donc c'est un podcast vraiment... Ils ont été faits ce matin. J'ai fait la pâte hier. Et c'est sorti ce matin du four, parce que j'ai pensé à toi. Et donc, on va vous quitter avec ça. Et donc, cette semaine, on va vous faire un test quand même, pour pas que vous disiez que... on fait la dégustation. Tu t'avais dit, j'amènerai le beurre. Je t'ai dit, non, j'amènerai le beurre. Et... Investissement foncier. Et vas-y. Ah, alors... Et dis-moi ce que t'en... Et déjà, regardez. Ça, c'est fait... Attendez, je vous montre la mi-aérée. Alors, vraiment, c'est... Oh! Il y a du niveau. Franchement, il y a du niveau. C'est n'importe quoi. Parce qu'on avait parlé du fait que le pain était tellement cher en Israël que moi, j'en étais arrivé à faire... Je fais mon pain. Et là, j'ai fait ma pâte hier soir. Et ce matin, je l'ai mis au four avant de venir. Et je me suis dit, non, la Shana, elle va pas me dire que... Non.
On m'a appris à ne pas parler la bouche pleine. Moi, je l'aime bien, mais c'est mon pain, je peux pas... Il est excellent. Très bonne baguette, franchement. Ah Alors là, alors, franchement, je régale. Incroyable. Donc, prochain épisode, vous aurez la recette. Fait main, ce Tu matin. vas tourner notre compte Instagram en, tu sais, les meufs qui font des recettes de Alors, cuisine. la recette. Tu vas nous parler de Bibi et du La grille-pain semaine prochaine, torquedé. on fait la recette. Voilà, Non. et ben écoutez, excellent. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Et on vous parlera un peu plus des statistiques et des Milwim la semaine prochaine. Tu veux qu'on finisse là-dessus? On a encore 5 minutes si tu veux. Je parce pense que- qu'on n'a plus trop. On avait une statistique que je vous mets là pendant qu'on finit notre baguette, qui dit le nombre, en fin de compte, voilà. Réservistes Le par... nombre de réservistes par ville. Parce que souvent, ce que la droite, ils disent, souvent ce que l'extrême droite, ils disent, de toute façon, vous, à Tel Aviv et tout ça, vous parlez, mais vous faites pas des Milwim, vous êtes tous à boire votre petit expresso. Et en fin de compte, les vrais soldats d'Israël, C'est les colons. c'est les colons. Et alors, du coup, les gens ont commencé à faire des statistiques pour voir si c'était vraiment vrai. Et donc voilà, là, on vous montre les statistiques pour les réservistes selon les villes et en pourcentage. Donc on a Tel Aviv en tête avec 42 000 réservistes, ce qui est 8,96% des habitants de la ville. Ensuite, Jérusalem avec 23 000 réservistes, qui est 2,35% de la ville. Ensuite, Rishon LeZion dans le centre d'Israël avec 16 000 réservistes, qui est 6,12% de cette ville qui est assez petite en taille par rapport aux autres. Ouais. Ensuite, Beersheba dans le sud avec 15 000 réservistes, dont ça fait 6,82% de la ville. Et on finit avec Haïfa dans le nord, 14 000 réservistes, et ça représente 4,80%. Donc vous voyez, dans les plus grandes proportions de réservistes, on a une ville religieuse, donc Jérusalem. Haïfa, c'est une ville mixte. Beersheba, c'est une ville du sud et qui vote plutôt Netanyahou. Tel Aviv, c'est une ville plutôt de gauche. Donc vous voyez, on a en fait des villes qui sont principalement dans Israël, dans ce qu'on appelle la ligne verte, donc dans les frontières d'Israël reconnues à l'international, et non pas principalement, même pas une seule de ces villes en proportion, n'est une implantation de Cisjordanie ou une ville qui vote par exemple pour l'extrême droite, ou évidemment les ultra-orthodoxes qui, eux, ne sont même pas représentés vu que... Ouais, et on a quand même Tel Aviv qui a pas autant de population que Jérusalem et qui a quand même le double de réservistes. Tout à fait. Donc voilà. Donc, fermez vos gueules. Voilà. Déjà, je dis ça, je dis rien. Et ben voilà. Donc on finit sur ce petit statistique qui permet de remettre les choses, de mettre les points sur les i. Ouais. On met les points sur les i, et N'allez comme pas on va dire manger n'importe le quoi. pain, on va arrêter de parler, et on vous souhaite T'aimes pas une ça, bonne... je vois que ça te dérange de manger en parlant. Alors vous pouvez dire en commentaire, s'il vous plaît, qu'on ne mange pas, on ne parle pas la bouche pleine. C'est un podcast. Ouais, c'est vrai. T'acceptes la critique? Oui. Oui, mais j'ai la bouche pleine, donc je peux rien dire. Non, mais J'ai du mal à répondre. continue. Mets la chanson, bordel. Envoie la musique. Ah, c'est pas la bonne. C'était pas la bonne, c'était un autre truc. Attends, on va le C'est pour refaire. notre deuxième podcast, où d'ailleurs sur celui-là, on fait des recettes de cuisine. Attends, mais je l'ai pas. Et c'est Attends, pas on la va même chanson. On va le... Oh, comment je fais? Je la retrouve plus. Si tu veux, moi, je peux continuer à parler des réservistes. Bah, tu peux, J'ai mais un, alors, j'ai- je j'ai trouve un- pas les- j'ai un autre chiffre qu'un copain m'a raconté cette semaine, que je ne sais pas si vous imaginez. La ville de Kiryat Shmona est censée à la base avoir 25 000 habitants. Je vous le donne comme ça, c'est juste pour la petite histoire. Et j'ai un copain qui habite là-haut. Il m'a dit qu'en ce moment, à Kiryat Shmona, il restait plus que 9 000 habitants. Je dis ça, Voilà. je dis rien. Envoie la musique. Le résultat du Le gouvernement résultat de israélien. 20 ans, et c'est des gens qui ont tous voté Bibi. Rag Bibi, Rag Bibi. Il n'y en a plus que 9 000. Les autres se sont C'est barrés une ville littéralement. fantôme. Ville C'est fantôme. pas qu'ils attendent de revenir. Ils se sont barrés. Ils ont Quelle déménagé. catastrophe. Allez, on Yalla. espère que ça va aller mieux les prochains jours. Like et, and comment. Share. partagez, ouais. On compte sur vous. Salut. Ciao.